Laissez derrière soi le passé, se concentrer sur l'avenir. Mesdames, Messieurs, c'est un conseil que vous avez certainement entendu résumé en cette fameuse phrase « Passé, c'est passé. Présent, c'est présent ». Nous sommes quand même tous d'accord qu'il y a de ces passés qui résistent au temps, tant leurs effets continuent d'influencer le présent. Mon souhait pour vous est que lorsque ce passé en viendrait à influencer votre présent, ce qu'il apporterait comme influence, soit de nature à vous faire éviter les travers et autres situations malencontreuses. D'ailleurs, il n'y a pas que de fâcheux événements dans le passé. Pourquoi pas, lorsque l'on y retourne, pourquoi ne pas aller y chercher de ces heureux événements? Tenez, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2024. À pareil moment, il y a 28 ans précisément, le 28 février 1990, le Bénin s'apprêtait à clôturer la conférence des forces vives de la nation. Un moment historique qu'à dessein, on se rappelle, parce qu'à l'époque, disait l'autre, nous avons vaincu la fatalité. C'est aussi mon souhait pour vous, qu'à chaque fois que vous retournez dans le passé, c'est pour aller chercher ces heureux événements, ces événements qui vous permettraient de plus faire des bons dans cet avenir. Laissez derrière soi ce qui pourrait être obstacle. Les Balbas vous diraient Adeyo, et c'est un titre que je tiens de Alpha Mime qui nous accompagnera pour ce numéro de TH Matin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue.
Mama Ibrahima, Alpha Mime de son nom d'artiste, une voix qui manque sur la scène musicale béninoise depuis peu, puisque l'instituteur du côté de Parakou n'a plus d'autre, peut-être la muse ne l'inspire plus. Il a préféré rester plus accroché à Sacré qu'au micro, belle voix qu'on aurait quand même aimé écouter encore sur d'autres sorties. Nous, on va se permettre de nous régaler avec Adeyo tout au long de ce TH matin qui marque déjà le premier arrêt, l'arrêt de la une des journaux. Et à la une des journaux de ce mercredi 28 février 2024, vous pouvez déjà avoir une idée de ce qu'a été la journée d'hier à l'Assemblée nationale du pays, puisque les députés se sont retrouvés en plénière. Et avant la plénière, ils étaient en commission. En plénière, que s'est-il passé? Le matinal de ce mercredi nous rend compte. Assemblée nationale, lit-on à la une de le matinal, deux lois votées, une autorisation de ratification approuvée. Voilà pour ce qui est de ce qui a été fait en plénière. Mais en commission, ils se sont retrouvés, comme je le disais, les députés. À la une de ce même journal, on peut lire Commission des lois de l'Assemblée nationale, la proposition de révision de la Constitution validée, titre ce journal. Nous passons à la une de la Nouvelle Gazette qui préfère se consacrer à ce qui a été fait, à ce qui a été fait en commission. Révision de la Constitution, la première étape franchie, dit le journal. Le Télégramme, dans la même logique. Révision de la Constitution au Parlement, la proposition de loi de Hassan Seibou adoptée en commission. Tous les députés de la mouvance membres de la commission ont voté pour. La Nouvelle, toujours travaux en commission, on peut lire à la une de ce journal, loi portant révision de la Constitution, le rapport de la commission des lois adopté, même son de cloche. À la une de Matin Libre, on peut lire, donc, entre autres, propositions de révision de la Constitution, la loi bientôt en plénière. L'emblème du jour, révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, la commission des lois donne du renfort au député Hassan Seibou. La Nation, le quotidien du service public, à sa manchette ce matin, révision constitutionnelle, l'étape de la commission des lois franchie. Et puis nous finissons avec le Béninois libéré sur ce sujet. Et la commission des lois la commission des lois accorde un blanc-seing à Hassan Seibou, la révision de la Constitution en téléchargement à 62%. Ça, c'est l'évaluation de Le Béninois libéré, dernier journal que je retiens pour vous, dernier titre aussi pour cette une des journaux. Téléchargement à 62%, dit Le Béninois libéré. Pour le bulletin d'information, c'est en téléchargement jusqu'à quel pourcentage? Aussi, Anna Monsou, bonjour. Bonjour, Saturnin. Ça fait clair sombre, a-t-on dit, quand vous venez en plateau. Et puis, c'est un contraste qu'on voit. Oui, c'est vrai. Vous qui êtes... je ne sais pas comment on va faire pour ce ton cette situation-là. Rassurez-vous, on se complète à merveille. Moi, j'aurais aimé qu'on laisse ce tableau. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Que je ne prenne pas du côté de Danton. Non, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez rien entendu. Bonjour, Océane. Bonjour, Saturnin. 90% de téléchargement. Exactement. 95%, 98%, 99%, à 100%, mesdames, messieurs, voici le bulletin d'information. Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'information. Le lundi 26 février dernier, les membres de l'Assemblée nationale se sont réunis au sein de l'hémicycle dans la matinée afin de poursuivre l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'année 2024, ouverte le 21 février. Parmi les 12 points prévus, un seul a été abordé.
Il s'agit du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. Voici le point de la séance plénière. Au nombre de 12 points à l'ordre du jour, cette séance plénière s'est penchée sur l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui a étudié au fond le dit projet de loi. Certains sujets ont fait l'objet de vifs débats en commission, au nombre desquels l'institution ou non d'un bureau pour la commission et la question de la mise à disposition par le ministère de la Législation et de la Justice d'un personnel d'appui au comité ad hoc de sélection des membres de la commission. L'adoption du projet de loi en étude vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin et permettra de se conformer aux principes de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant une institution qui joue un rôle crucial dans le maintien du respect des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme se doit d'être bien réformée, au dire des députés. Normalement, même si c'est 5, la femme doit prendre au moins 2 parts. Pourquoi c'est un avocat pénaliste qui doit représenter les avocats? Je trouve que c'est assez restrictif. Les membres du groupe parlementaire, les démocrates présents au niveau de cette commission ont voté contre ce rapport-là. Pourquoi on doit nous dire que le rapport a été voté à l'unanimité? Tout le monde risque d'être membre de l'UPR pour se faire désigner à cette commission. Je ne suis pas d'accord. Et je crois, quand on fait la revue des pays, toutes les institutions ont au moins, au bas mot, 9 membres. Ce que 7 personnes n'ont pas pu faire, ce n'est pas 9 personnes qui vont le faire. 2, non, je le dis parce que si je prends même l'exemple de nous-mêmes ici, je prends les commissions permanentes techniques. Nous sommes 5 dans l'exécutif des commissions, mais combien travaillent à la tête des commissions? Notre pays a fait le choix de la démocratie, qui selon nous est le système qui garantit la paix et l'épanouissement de nos populations. Et nous sommes en bon chemin. Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont les êtres humains vivent en société. Et pour ce qui est de la protection de ce droit dans un pays démocratique comme le Bénin, les parlementaires et le gouvernement entendent accorder leurs réflexions. Chapitre par chapitre, les députés ont mené les discussions particulières. La séance a été suspendue aux fins d'harmonisation des amendements et elle sera reprise le mardi 27 février 2024 à 14 h. Et parmi les sujets au cœur de cette session extraordinaire figure celui relatif à la relecture du code électoral. Alors que le député Nathan Ake avait déposé une proposition de loi dans ce sens, l'Assemblée nationale a enregistré par la suite une nouvelle proposition de loi visant également à la modification du code électoral. Nouenou Achade, l'auteur de la proposition, nous a donné quelques détails en ce qui concerne les mesures qu'il propose. On l'écoute. La Cour constitutionnelle dit que le parrainage des députés n'a aucun problème. Alors, il reste que les maires. Il y a certains qui déjà, du 1er février au 5 février, seront déjà élus les nouveaux maires. Oui. Et dans ce cadre-là, puisque c'est le 5, le dépôt des dossiers de candidature, ces maires-là pouvaient aussi prétendre à parrainer, ce qui fausse le jeu. Et c'est ça que la Cour a voulu qu'on rétablisse. Alors, si les députés de la 9e législature peuvent parrainer, ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que les maires qui sont en place actuellement parrainent. Parce que l'installation du maire court du 1er février au
au 15 février. Donc, il faut sortir la date du dépôt des dossiers de cet engrenage-là pour permettre que les maires actuels votent. C'est pourquoi il faut augmenter le nombre de jours par rapport au dépôt des dossiers de candidature de l'élection à la fonction présidentielle. La loi actuelle dit 50 jours avant le début des campagnes pour le premier tour, il faut déposer les dossiers. Alors, il suffit de dire 60 jours avant le début, aucun maire n'est encore installé. C'est ce que nous avons fait. Et j'ai parlé du Mais quitus vous avez fiscal parlé tout à de l'heure. quitus fiscal, oui. Les élections qui viennent, les élections couplées, c'est communales et législatives. Nous avons 1815 à la date d'aujourd'hui conseillers communaux. Avec leurs suppléants, ça fait 1815 fois 2. Oui. 1730. Par parti politique. Les élections passées, il y a 7 partis politiques qui ont concouru pour les législatives. Pour les communales, il peut avoir plus. Supposons qu'il y a 10 partis politiques qui concourent. Donc, nous nous trouvons autour de 5000 dossiers que la direction des impôts doit pouvoir fouiller et délivrer. Vous imaginez, la direction des impôts n'a pas les ressources humaines et techniques pour le faire. Dans une institution comme l'Assemblée nationale, il est important et indispensable d'avoir de la mémoire, car l'histoire démocratique du Bénin réside principalement à la représentation nationale. Et ici, au Parlement béninois, ce secteur qui se charge d'être la mémoire parlementaire est le service de la documentation et des archives. Ce service préserve les documents qui retracent les faits au cours des séances plénières afin de rendre compte fidèlement de l'histoire politique du pays. Stéphanie Dekpemandora est allée découvrir ce service pour vous. Au cœur de ces majestueux bâtiments du palais des gouverneurs se trouve un lieu calme où se cachent les témoins du passé, les archives. Ces rayons, remplis de documents, s'étendent à perte de vue dans un coin bien discret du palais des gouverneurs. Ils sont manipulés et protégés par un personnel qualifié qui forme le service de la documentation et des archives. Toute la production, l'ensemble de la production législative, nous la gérons. Tout ce qui entre, tout ce qui est produit ou tout ce qui entre au sein de notre administration, nous avons le regard sur ces différents documents. Les lois, les débats parlementaires, les décisions du président de l'Assemblée nationale, les comptes rendus intégraux. Ce service détient la mémoire de la démocratie béninoise pour collecter, classer, conserver tous les documents que chaque service de l'administration parlementaire produit. Le chef du service se fait aider par ses collaborateurs répartis en 2 divisions. La division archive, par exemple, elle élabore le répertoire des débats parlementaires, le répertoire des lois votées par l'Assemblée nationale. Elle tient et met à jour la liste des députés. La répartition des députés, par exemple. La division documentation, quant à elle, fait des acquisitions pour actualiser le fonds documentaire. Toute la production, lorsque le Parlement produit des ouvrages, on nous les envoie. Si on nous les envoie, on doit les traiter. Donc c'est la division documentation qui s'en occupe. C'est-à-dire les livres. Par contre, lorsque nous prenons la décision du président de l'Assemblée nationale qui est signée aujourd'hui, c'est la division archive qui s'en occupe. C'est-à-dire le document administratif qui est généré, qui est né. Nous avons les journaux qui datent ici de 90. Peut-être même avant, qui sont compilés sous forme de livres. En tant que gardienne de l'histoire, les archives fournissent des preuves tangibles pour convaincre. Dans ces documents, le passé se mêle au présent pour éclairer le futur. C'est ainsi que le service de la documentation et des archives intervient avant et après l'élaboration des documents. Le service de la documentation et des archives n'intervient pas seulement en aval de la production du document, mais en amont. Les services peuvent nous solliciter. Nous allons vers eux, vers nos collègues, par rapport à ce dossier. Voilà comment est-ce qu'il faut le traiter. Voilà comment il faut le gérer. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que tout récemment, le secrétaire général administratif a pris une note de service pour demander aux différents directeurs de procéder à la désignation des points focaux archives au niveau de tous les services.
C'est le service de la documentation des archives qui sert d'appui conseil aux collègues. En veillant à ce que ces trésors soient toujours dans de bonnes conditions, plusieurs autres projets sont envisagés. Notamment le référentiel d'archivage, le cadre de classement, le tableau d'élimination, si vous voulez, le tableau de conservation. Les outils que je viens de citer sont indispensables pour l'organisation complète de nos archives. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le dossier qui est en instance en ce moment. Il y a aussi, bien avant cela, la politique de gouvernance des archives sur 10 ans. Chaque étagère de ce lieu est témoin des débats politiques, des lois et des décisions politiques qui datent de plusieurs décennies. Et pour valoriser la transparence de tous ces documents, la porte de l'institution parlementaire est ouverte à tout citoyen qui désire se plonger dans l'histoire de la démocratie. Voilà qui met un terme à ce bulletin de l'information. Je vous retrouve demain. C'est du bleu turquoise, les deux bleus que vous avez, ou bien ce n'est que du bleu? Les deux ne sont pas turquoise, mais c'est du bleu, un ensemble de bleu. En tout cas. Ça vous se débarrasser, quoi. Et puis on s'en va. On n'a pas, allez, arrête-toi. C'est ce que ça fait. De toute façon, merci. Je vais pas poser d'autres questions sur merci, votre... Merci, c'est très gentil. Puisque vous parlez de démocratie, je voudrais faire un lien en quelque sorte, mais je ne trouve pas du bleu dans les couleurs nationales du Bénin. Absolument pas. Mais le bleu, ça reste quand même symbole de la paix. C'est vrai. Comme ça, je suis souvent en paix, c'est pour cela que j'aime le bleu. Qui a dit ça? Océane? Toujours en paix? Donc j'aime la guerre. C'est une boule. Et puis, on va dire le reste. Pas, une belligérante nez. Merci. C'est amical, hein? Il ne faudrait pas que vous m'agressiez dans la couleur de télévision. Excellente journée à vous. Merci, pareil à vous. En retour, le prochain plateau, il est déjà là. Visage comme présente plus ici à Télé-Hémicycle. Vous verrez de qui il s'agit tout à l'heure. Alpha Mime, ce visage que vous revoyez depuis le début de cette émission, je le rappelle, pour qu'ils nous disent d'oublier tous ceux-là qui essaient de faire de la médisance, tous ceux qui essaient, à qui vous confiez des secrets, et puis vous tournez en même temps et racontent ça à tout le village. Secret d'Africains diront les autres. Lui, il dit que même à Banikwara, à Bembereke, ça tue parce que ça fait mal. Mais quand ça fait mal, il faut laisser. Adeyo, pourquoi pas.
Je veux bien esquisser, hein, c'est pas de Tekes, si je ne me trompe, comme ces danseurs qui ont accompagné Alpha Bim sur ADO, ce clip que je vous propose en coup de cœur musical aujourd'hui. L'homme de mes que je suis est plus fort sur un terrain de Mansé Goron, Ayo et autres. Salut Bernadette Ngozuku et puis toute la famille que sur du Tekes. Peut-être que si on était du côté de Savalo et qu'on commençait pas à chanter « Et mi verrons moi on a dit pourquoi non va vous avez compris. Bon mari ne peut mentir. Mon invité ce matin, James William Bagidi, mon directeur adjoint des services de l'information et de la communication, me reçu ici S. Gobi, pour ne pas dire S. Casquette, sous la casquette, puisqu'il est en Gobi ce matin, de journaliste spécialiste des questions internationales. Je le retrouve juste après mon générique. Le bras de fer entre la CEDEAO et le Niger semble amorcer une phase de dégel depuis le samedi 24 février dernier. Réunis en conseil en sommet extraordinaire, les chefs d'État de la communauté ont décidé d'une levée partielle des sanctions décrétées contre le Niger. Réouverture des frontières de l'espace aérien, reprise des transactions financières avec les pays de la communauté, dégel des avoirs du pays pour des raisons humanitaires sont ces premières mesures qu'on peut citer, des mesures établies par la CEDEAO. Les sanctions politiques et individuelles, elles, demeurent et il est exigé la libération de Mohamed Bazoum, le président déchu et sa famille dans les mains des poutistes depuis les événements de juillet dernier. S'il faut quand même prendre cet assouplissement des sanctions de la CEDEAO comme une main tendue, le Niger, qui lui aussi a durci le ton depuis la prise de ces sanctions, serait-il prêt à saisir cette main? Que peut-on encore sauver du lien entre la CEDEAO et le Niger à cette étape? Je reçois donc James William Bagidi, spécialiste des questions internationales. Bonjour, cher aîné. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Et vous avez donc suivi cette actualité du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Bien entendu. On pouvait s'attendre à ce que ces mesures prises du côté du Niger, qu'on ait quelques réactions qui témoignent que c'est bienvenu. Jusqu'ici, je ne sais pas si vous en avez vu, mais est-ce que ce n'est pas un froid qui fait réfléchir? Je ne dirais pas que le Niger ou les Nigériens sont restés totalement insensibles aux mesures qui ont été annoncées, c'est-à-dire la levée des sanctions. Quand l'annonce a été faite, il y a eu un vent de soulagement à Niamey. Il faut avoir été à Niamey pour savoir que les opérateurs économiques notamment et une partie de la population se sont réjouis. Il a été célébré cet événement un peu comme une victoire face à la CEDEAO, mais c'est aussi et avant tout un soulagement pour les populations qui étaient vraiment asphyxiées par ces mesures. Parce que je le rappelle, les avoirs de l'État du Niger étaient gelés au niveau de la BCEAO, et à partir de ce moment, les remboursements que l'État nigérien devait effectuer sur le plan international étaient impossible. Le Niger a aggravé sa dette extérieure pendant ces quelques mois de crise. Il y a également que les salaires étaient payés, mais difficilement, dans la mesure où le Niger ne pouvait plus disposer à sa guise des ressources financières qu'il avait déposées à la BCEAO. Et ça a été parmi les éléments sur lesquels la CEDEAO avait le plus compté pour pousser le régime putschiste du Niger à renoncer à son coup d'État et à restituer le pouvoir à Mohamed Bazoum, ou tout au moins à annoncer une transition rapide afin de rendre le pouvoir aux civils. Ces sanctions-là n'ont pas eu les effets escomptés. Leur levée, même si elle n'a pas suscité de réaction officielle de la part du gouvernement, est un soulagement, et les opérateurs économiques nigériens attendent probablement avec beaucoup de ferveur que le gouvernement décide de profiter enfin de ces sanctions-là pour ouvrir les frontières, notamment les frontières terrestres avec le Bénin, et que les transactions qui, de ce côté-là, revenaient moins chères pour
le Niger que ce qu'elles sont devenues aujourd'hui puissent être, ces frontières soient réouvertes en tout cas. De la nature de ces sanctions qui ont été levées, parlons-en. On parle de dégel des avoirs pour des raisons humanitaires, ouverture des frontières, l'espace aérien également, reprise des transactions avec les pays de la communauté. On se rend compte que quand même pour ce qui concerne les autorités, les poutistes, puisqu'on parle de mesures individuelles et politiques qui sont en vigueur, cette CEDEAO qu'on a appelée, qu'on a souhaité être une CEDEAO des peuples, les chefs d'État ont-ils finalement compris et vont dans ce sens, peut-on dire, puisque ces mesures touchent plus la population nigérienne? Oui, de toute façon, la CEDEAO, je dois dire, pour moi, s'il faut faire une analyse des sanctions, puis du renoncement aux sanctions, la CEDEAO, je dis, arrive enfin à une réelle politique. En réalité, durant de nombreuses années, les coups d'État qui ont précédé dans d'autres pays, la CEDEAO, à certains égards, toujours imposé ces sanctions et même entre certaines grandes rencontres, a décidé que quand il y aura de nouveaux coups d'État, quand il y aura tel ou tel événement, des sanctions seraient prises et les sanctions sont allées crescendo. Vous savez, par le passé, avant le début des années 90, un coup d'État n'appelait pas de sanctions de la part de la communauté et tout nouveau régime s'intégrait automatiquement à l'ensemble des pays de la CEDEAO, voire même de l'Union africaine, sans aucun problème. Aujourd'hui, les choses ont évolué. La CEDEAO a énuméré un certain nombre de sanctions, a adopté des protocoles divers pour empêcher les coups d'État, pour empêcher les régimes de s'éterniser pour certains. Mais on se rend à l'évidence, comme un peu quand j'ai fait ce commentaire, quand le président Tinubu, dès son arrivée au pouvoir, avait annoncé que désormais, il fallait activer la force en attente de la CEDEAO pour que, si jamais il y a un coup d'État dans un pays, que cette force en attente puisse intervenir et remettre en place le pouvoir qui avait été déchu. Et cette proposition qui avait été faite est venue bien avant le coup d'État qui a intervenu au Niger. Et donc, c'est la preuve que ce n'était pas une proposition réaliste. Et plusieurs sanctions qui étaient dans le panel des sanctions de la CEDEAO paraissent, à partir du moment où elles sont levées dans les circonstances actuelles, ne pas être des sanctions toujours réalistes, puisque, ayant fait de la résistance, ayant obtenu le soutien de certains pays voisins, le Mali et le Burkina notamment, ayant la perspective d'une ouverture vers la Mauritanie, vers le Maroc et l'Algérie, le Niger et les autres pays étaient prêts, en tout cas, se sont dit prêts à quitter la CEDEAO, ils ont même annoncé leur retrait. Ce risque de séparité, ce risque de cession au sein de la CEDEAO a fait revenir les pays membres sur les décisions qui avaient été prises, qui paraissaient des décisions sur lesquelles on ne devait jamais revenir. Et donc, c'est cette analyse qu'il faut faire pour essayer de voir maintenant quels sont les degrés de sanctions qu'il faut envisager contre les régimes putschistes, contre les régimes illégitimes qui arriveraient au pouvoir dans les pays de la CEDEAO. Et je ne suis pas certain que les sanctions qui sont maintenues aujourd'hui, les sanctions individuelles, soient suffisantes pour pousser des gouvernements, en tout cas des militaires à ne pas prendre le pouvoir. Mais jusqu'où peut-on aller? Le point qu'on a atteint aujourd'hui, on vient de constater que ce point-là n'est pas réaliste. Et c'est un casse-tête qui se pose pour la CEDEAO aujourd'hui, pour d'ailleurs l'Union africaine dans son ensemble. Comment faire pour que les régimes qui sont en place, qui sont des régimes démocratiques, ne soient pas sur une bombe à retardement vis-à-vis des militaires qui sont dans les divers... Vous avez commencé par le dire. Est-ce qu'il y aura un après-Niger? La CEDEAO a-t-elle tiré leçon de ce bras de fer avec le Niger et a-t-elle finalement compris que quand il y a de ces situations, les mesures à prendre pour essayer de faire établir la situation ne sont pas des mesures
qui devrait toucher au vécu des populations, parce qu'on a beau fermer l'espace aérien du Niger et puis également des pays frontaliers, les dirigeants au pouvoir voyagent. On a vu Thierry quand même effectuer des voyages à l'extérieur du Niger. Cela voudra dire qu'au pouvoir, on n'est pas inquiété apparemment, si ce n'est qu'on est sous pression avec la morosité qui s'installe dans le pays, toujours après ces sanctions. Est-ce qu'on a tiré le son pour que les prochaines fois, on n'aille pas si dur? Vous savez, il faut aussi tenir compte de certains paramètres qui n'étaient pas les mêmes au moment où certains coups d'État ont eu lieu dans d'autres pays. Le coup d'État du Niger est survenu dans une période où il y a une flambée de panafricanisme, parfois artificiel, mais panafricanisme quand même, une revendication de l'identité de l'Africain, de la liberté de l'Africain et de son droit de traiter d'égal à égal avec tous les États dans le monde, toutes les puissances occidentales. Et on a vu qu'il y a une puissance occidentale, en particulier la France, pour ne pas la nommer, qui s'est projetée presque sur le théâtre des opérations au Niger, qui a décrété qu'elle était prête à apporter un appui aux forces de la CEDEAO si elle devait intervenir militairement contre ceux qui avaient commis le coup d'État. Et donc le coup d'État est apparu très vite, non plus comme illégitime, mais comme devenu légitime parce que les populations du Niger, influencées par ce regain de panafricanisme, ce regain de volonté d'indépendance qui est aujourd'hui présent dans tous les pays d'Afrique, notamment en Afrique francophone, cette volonté a remis en cause ce que la CEDEAO aurait voulu apporter avec les sanctions qui touchent le portefeuille du citoyen. Parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, dès que les sanctions qui touchent les citoyens commencent à s'éterniser, les citoyens se désolidarisent progressivement du régime. Soit c'est un autre coup d'État qui intervient pour y mettre fin, soit même le régime se rend compte que le public n'est plus avec lui il devient impopulaire et progressivement va vers une transition pour céder le pouvoir ou au moins organiser les élections pour donner maintenant un cachet démocratique à cette prise de pouvoir. Ce qui n'a pas pu être réussi avec les sanctions qui ont été prises contre le Niger. Et donc, ce paramètre devrait être pris en compte pour ne pas traiter le coup d'État au Niger et les conséquences des sanctions sous le même angle que ce qu'on a pu voir dans d'autres pays il y a quelques années. Est-ce une main tendue de la CEDEAO? Est-ce sûr que le Niger va saisir cette main? On a l'impression que le gouvernement nigérien n'est pas pressé. Oui, le gouvernement nigérien ne se montre pas pressé. Il reste certainement un peu suspicieux vis-à-vis des menaces qui avaient été proférées d'une intervention militaire pour libérer le président Bazoum. Et il y a un élément important qu'on oublie peut-être vite, c'est que jusqu'à l'heure où nous parlons, le président Bazoum n'a jamais reconnu qu'il n'était plus président de la République. Il n'a jamais signé sa démission, contrairement à ce qui a été fait au Mali quand il y a eu le coup d'État, contrairement à ce qui a été fait au Burkina Faso lors des deux derniers coups d'État. Donc, à partir de ce moment, il y a peut-être une petite crainte de la part du régime, si on libérait Bazoum, si on ouvrait les frontières, etc., il pourrait y avoir un événement, peut-être une tentative sournoise de la part de gens qui vont venir au Niger comme étant de simples touristes ou peut-être des mercenaires. Se mettre à obéir à l'ordre du président. Et qui vont peut-être essayer de reprendre le pouvoir et de le remettre à Bazoum, considérant que c'est lui le président légitime ou le président légal qui avait été chassé du pouvoir. Cette crainte, peut-être, serait à la base de ce que le régime nigérien aujourd'hui observe, analyse les pour et les contre de cette levée de sanctions. Ce qui est certain, le Niger ne dédaignera pas d'aller chercher son argent qu'il trouve à la BCEAO pour payer les salaires à partir du mois prochain. Le Niger ne dédaignera pas de reprendre
le corridor du Bénin, mais cela se fera certainement avec beaucoup de circonspection. Je suis persuadé que les contrôles aux frontières, si la frontière est ouverte du côté du Niger, seront très importants afin que le risque d'une intrusion dans le pays de personnes dont le régime nigérien ne veut pas que ce risque-là soit amoindri au plus possible. Nous sommes à un carrefour où, vous l'avez mentionné, la CEDEAO est vue comme ce syndicat, cette institution sous influence de la France et ces pays qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'Alliance des États du Sahel, ce qu'ils veulent le plus, c'est en découdre avec toutes les influences post-coloniales qui tendent à les maintenir donc dépendant ces pays vis-à-vis de la France. Une monnaie dont on a parlé déjà, je crois, en mi-janvier, quand ces pays ont déclaré sortie de la CEDEAO, ils ont pris des mesures pouvant évoluer et se passer de certaines. Est-ce qu'on peut encore, à cette étape-ci, vu que la CEDEAO est en train d'assouplir ces mesures, sauver quelque chose de cette relation entre le Niger et la CEDEAO d'une part, et réussir à ramener cette alliance des États du Sahel à la CEDEAO, vu qu'il y a un appel de pied qui est fait également par la CEDEAO pour que les positions soient reconsidérées? Alors, tout dépendra aujourd'hui de la position des États membres de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont annoncé à plusieurs reprises que leur retrait de la CEDEAO est irrévocable. Mais pourtant, jusqu'à présent, avec la levée des sanctions encore plus, les mesures qui sont celles de l'intégration, celles de la libre circulation des personnes et des biens, ces mesures-là leur sont applicables et demeurent appliquées à ces pays-là. Et je ne suis pas persuadé que le gouvernement du Mali, le gouvernement du Burkina, le gouvernement du Niger seraient favorables à ce que leurs ressortissants qui sont dans les autres pays de la CEDEAO deviennent du jour au lendemain des citoyens irréguliers. 4 millions, sinon plus, de Burkinabés en Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de Maliens toujours en Côte d'Ivoire, et vous en voyez également nombreux au Bénin, les Nigériens, etc. Il ne serait pas bienséant que, pour des raisons politiques, ces États mettent toutes ces populations dans des situations de difficulté. Mais quand on a affaire à des régimes militaires qui ont des convictions telles qu'elles sont martelées par les chefs d'État, notamment surtout le président du Burkina Faso, le capitaine Traoré, souffrez de ma part, il y a lieu de rester assez prudent vis-à-vis de ce qui se prépare. Il est certain que aussi rapidement qu'ils ont pris des mesures pour se solidariser, ils ne vont pas se déliter aussi vite. Ils vont probablement tenter de maintenir cette alliance, ne pas se laisser influencer par l'ouverture que montre la CEDEAO, mais il y a forcément des choses à sauver. Il y a des choses qu'on peut sauver. Ces pays-là peuvent même ne plus être membres de la CEDEAO et avoir certains accords de partenariat avec la CEDEAO qui leur donnent peut-être les mêmes avantages que ceux des pays membres de la CEDEAO. Vous vous souvenez, la Mauritanie a quitté la CEDEAO c'était en 2000. La Mauritanie n'en est pas morte. La Mauritanie n'en est pas non plus devenue plus pauvre. La Mauritanie reste un pays important. Elle a la chance d'avoir un accès à la mer, ce qui n'est pas le cas des 3 pays dont nous parlons. Mais il y a déjà la Mauritanie, mais aussi et surtout le Maroc, qui se positionne pour offrir un accès à la mer à ces pays, pour offrir des perspectives qui sont au-delà de celles que peuvent offrir des pays comme le Togo ou d'autres en Afrique de l'Ouest à ces pays-là. Mais je suis de ceux qui pensent qu'avec le temps, c'est l'état de nécessité qui conduira ces régimes à renoncer, à rester dans une position trop dure. Quoi qu'il en soit, c'est l'avenir qui nous dira si on peut rester. En quelques secondes, James William Baguidi, une mission est quand même confiée, entre autres au Bénin, le dossier Bazoum. Des chances de voir ce dossier prospérer, voir la junte au pouvoir libérer Bazoum. Vous avez déjà commencé par dire que c'est un risque de laisser un président qui n'a pas signé sa démission en liberté. Oui, déjà, avant de parler rapidement de ce que
le Bénin a comme mission aujourd'hui de faire libérer le président Bazoum. Il faut saluer l'ouverture de la CEDEAO et le rôle joué par le Bénin dans la levée des sanctions au niveau de la CEDEAO. Le président de la République l'a annoncé, il plaidait auprès de ses pairs pour que les frontières soient rouvertes. Pour que les sanctions soient levées, cela a été fait dans une très large mesure. Maintenant, il a obtenu quelque chose et on lui demande maintenant d'obtenir de la part de la junte quelque chose d'autre. C'est une mission difficile, surtout que le régime du Niger a vu et perçoit le Bénin encore aujourd'hui, la preuve, la frontière n'est pas ouverte, perçoit le Bénin comme un pays presque ennemi, qui était prêt à intervenir militairement sur son territoire et donc très suspicieux vis-à-vis du Bénin. On aurait confié cette mission au Togo qu'on aurait peut-être un peu plus de chances d'obtenir cette libération, mais en tout cas, je ne dis pas que c'est impossible, mais dans les circonstances actuelles, avec la méfiance du Niger vis-à-vis du Bénin, c'est peut-être sera un peu difficile. Ce qui est certain, c'est une opportunité que le Bénin a de montrer encore une fois de plus sa bonne foi vis-à-vis du Niger et de montrer à la CEDEAO que notre pays a une capacité, une diplomatie influente. Mais même si nous ne réussissons pas à faire libérer le président Bazoum, ce que le président Talon a déjà obtenu, c'est un grand succès pour le Bénin. Merci à vous, James William Bagdi. J'aime bien vous avoir sur ce plateau, sur ces questions internationales. Après, vous venez souvent avec votre tablette, mais tout au long de l'émission, je ne vous vois même pas jeter un coup d'œil pour voir mes prises de notes, comment je vais m'en servir. C'est-à-dire, comme le dirait l'autre, que vous l'avez dans le tibia. Sauf que, mesdames, messieurs, les téléspectateurs, le tibia, c'est pas là. Oui, bien sûr. Merci à vous, James William Bagdi. C'est moi qui vous remercie. Je vous retrouverai toutes les fois que j'en aurai besoin. Hein. Merci de laisser votre bureau ouvert pour TH Matin. La suite de cette émission, ça va être sur la toile avant la transition. Il est là, comment on appelle ça? C'est ambassadeur, non, pour la Oulou. Votre look ce matin? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas comment on l'appelle, mais de toutes les façons, c'est une chemise. C'est un complet. Je n'ai pas la possibilité d'avoir un plan complet de vous, mais rassurez-vous, ça vous va si bien. Merci, Sartine. Vous direz merci à madame d'avoir choisi cette tenue de votre garde-robe. Je suppose que c'est elle qui veille à votre apparence à chaque fois que vous devrez sortir. D'accord. Madame, merci. C'est Sartunin qui me charge de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour Polo, toujours pimpant. C'est vrai qu'un peu à comparer au Réalo, il y a un point commun avec mon réalisateur Laurel. Oui. C'est lequel? Je ne voudrais pas le mentionner. C'est aussi signe que madame prend bien soin de vous. Allez, nous allons sur la toile. Sur la toile, donc, pour l'Aounou, quels sont les sujets que vous avez pour nous ce matin? Monsieur Sartunin Yossou, quand on parle de tante Nyomi, quand on parle vous m'amenez à Sado, de Dancy et la Vipère, de l'Armatan. Quand on parle de Parakou avec le quartier Yarakini, quand on parle de la cigale et de sa belle-mère Tanga, ça vous rappelle quoi? Les aventures de Finayon. Voilà. Pour ceux qui ont connu ça.
Oui, pour ceux qui ont connu ça, hein, on ne parle pas. Je ne veux pas appeler de l'eau. En tout cas, tous ceux qui sont sur le plateau ici ont connu les aventures de Finaillon. Voilà. Même si, parfait, en 83, quand il était à l'école, moi, je n'étais pas encore né en 83. Ah oui. Bon, ça, je l'avoue. De son vrai nom, Finaillon Parfait Facinou, c'est un personnage réel. En réalité, beaucoup ne savent pas que, quand on parlait des aventures de Finaillon, que c'était un personnage réel qui existe. On a l'habitude de fiction. Voilà, il est ingénieur en génie civil. Hein. Mes informations sont exactes. Il y a Canal 3 Bénin qui allait faire un reportage spécial. Je salue notre ami Emma Rodonou qui a réalisé l'élément et qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux parce que ça a rappelé à beaucoup d'internautes ces vieux moments. Parce que vous vous souvenez, ce manuel qui nous donnait l'envie de lire. C'était à voir. Si moi j'avais la possibilité, j'irais en acheter. Encore aujourd'hui. Et beaucoup le demandent s'il y a encore possibilité d'en procurer. Nous irons droit, si la régie nous permet, on ira. Il y a un élément de 3 minutes qui retrace tout sur cette histoire. Régis, plongeons dans les aventures de Finaillon, telles qu'on ne l'a pas vécu dans les livres, mais telles que ça s'est passé avant qu'on ait les livres. L'homme que voici, c'est Finaillon. Finaillon Parfait Facinou à l'état civil. Il est le personnage principal de l'ouvrage Les aventures de Finaillon, édicté en 4 tomes et longtemps inscrit au programme au cours primaire. Âgé aujourd'hui de 52 ans, Finaillon n'a pas oublié une seule miette des circonstances qui l'ont propulsé dans cette aventure qui a démarré en 1983 sous le régime de la Révolution et qui a fait de lui le héros de plusieurs générations d'écoliers béninois. Les aventures de Finaillon a commencé ici à Sado. Il y avait un groupe d'inspecteurs qui étaient venus dans l'école pour des inspections. Donc, ils sont venus dans notre classe, ils ont fait l'inspection dans notre classe. J'étais au CE1 dans cette école, l'école primaire publique de Sado, où il y a un groupe d'inspecteurs qui étaient venus dans notre classe. Disons, j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe, de cette classe CE1. En temps, c'était 3e année, au temps révolutionnaire. C'est après l'inspection que le choix est porté sur ma personne. Et les inspecteurs ont porté un choix hasard sur ma personne. Ils ont demandé à rencontrer mes parents. On s'est déplacé à la maison. Disons, dans la période, naissait ma petite sœur, Sénat. Les inspecteurs ont assisté à la cérémonie de sortie, comme on décrit dans Finaillon 3, où on présente le bébé à la nouvelle lune. Bon, ces inspecteurs sont repartis, sont revenus et ils m'ont fait déplacer à Porte-Nouveau, où je suis parti à l'AGB, Alimentation Générale du Bénin, et à la gare. Là, Finaillon, pour la première fois, a vu l'Alimentation Générale du Bénin, on a fait des emplettes là-bas. Les inspecteurs sont revenus une année plus tard. Ils m'ont fait déplacer sur Cotonou. C'est là, Finaillon a assisté au baptême de lait à l'aéroport. Ils m'ont fait déplacer sur le nord. Là que j'ai fait la connaissance de l'ami Kemoko et de son oncle Massari. Et finalement, j'ai assisté à la cérémonie de Gani, à Niki. C'est là que j'ai senti pour la première fois les effets de l'amentan. Tout est décrit dans Finaillon 5. De là, après Finaillon 5, il y a Finaillon 6. Disons que tout ce qui est dit dans Finaillon 6, c'est une fiction. Finaillon n'a pas effectué un voyage sur Paris, ni à Moscou. Finaillon est resté au Bénin. Je suis resté au Bénin sans se déplacer. C'est les inspecteurs qui sont restés dans les 4 milles du Bénin pour rédiger Finaillon 6. À travers les aventures de Finaillon, Finaillon, l'élève modèle, a fait découvrir son petit village, Sado, et une bonne partie du Bénin. Finaillon 3. Voilà donc pour ce qui est de ce plongeon dans la réalité de Finaillon, qui ont inspiré les aventures de Finaillon, déjà de la réalité, et puis Finaillon 6, c'est de la fiction. Finaillon n'est pas allé à Paris. C'est ce qui m'a le plus intéressé. Il dit Finaillon n'est jamais allé à Paris. Il aurait aimé aller à Paris, ça aurait été beau.
Tout au moins, ça leur permet de faire un baptême de l'air. Ah oui. D'aller dans la partie de découvrir le parcours. C'est très intéressant. Hein. Et on le note dans les commentaires parce que Donatien Ressou qui met en commentaire « Moi qui croyais que Finayon avait effectué un voyage sur Paris quand moi je vivais les descriptions que Finayon avait eues dans le livre Finayon 6 lors de mon voyage, je ne pensais qu'à Finayon. Non, j'avoue que c'est un bon livre à l'époque. Je suis à la recherche des 4 livres de Finayon, 3, 4, 5 et 6, surtout Noé Dotou qui m'aime. Quelle nostalgie! Les manuels scolaires, les aventures de Finayon contiennent des textes originaux. La vie de Finayon telle que décrite dans ces livres forçait l'admiration, si bien qu'il était impossible de ne pas l'envier. Dimitri Emma qui m'aime, ça me replonge dans le passé à l'école primaire publique de Sainte-Rita, groupe C. Mais là où le bas blesse, les cadres d'hier ont bouffé l'argent de l'État, faisant croire que Finayon est allé à Paris. C'est pour que ça on pouvait voyager Finayon à l'époque. Carlos Atta qui met un frisson m'a parcouru. Ah, les aventures de Finayon, bravo. Et tout dernier commentaire de Christelle Bangla qui met je n'ai jamais su que c'était des faits réels. Je suis encore plus sidéré. En ça, on va inviter Finayon en plateau pour le découvrir. Ah oui, ça va être très intéressant. J'ai eu le plaisir de l'avoir comme collègue sous d'autres cieux, mais il n'est pas journaliste, on était dans la même besoin en quelque sorte. J'étais tenté de demander si vous êtes ingénieur en génie civil. Mais... Non, pas génie civil. Voilà. Bon, ça passe. Deuxième sujet, rapidement. Deuxième sujet, c'est ce footballeur qui a marqué les années de gloire du club espagnol FC Barcelone, qui aujourd'hui se trouve en difficulté devant les tribunaux, qui très récemment a été même condamné et que les internautes estiment que le club a été ingrat vis-à-vis de lui. Dani Alves, je veux le nommer, je veux parler, c'est un footballeur brésilien qui a joué longtemps au FC Barcelone, mais qui a été retiré de la liste des légendes du club FC Barcelone. Cette information a suscité l'indignation et la colère des internautes et on aimerait partager avec nos amis internautes et téléspectateurs. Football Autopsie qui met le FC Barcelone a enlevé le titre de légende du club à Dani Alves parce qu'il a été condamné pour agression sexuelle. Ils ont pris cette décision après que le tribunal a rendu son verdict, mais ils ont d'abord attendu pour respecter la présomption d'innocence de Dani Alves. Que s'est-il passé? Eh bien, Dani Alves a été condamné jeudi 22 février 2024 à 4 ans et demi de prison par le tribunal de Barcelone. Le joueur brésilien était convoqué ce 22 février 2024 au tribunal pour connaître le verdict de son procès tenu du 5 au 7 février dernier. Il faut dire que le tribunal qu'il a déclaré dans un communiqué considéré le viol comme prouvé a imposé 5 années supplémentaires de liberté surveillée, une ordonnance de non-communication à l'encontre de la victime pendant 9 ans et demi et le paiement d'une indemnisation de 150 000 €. Le tribunal considère comme prouvé le fait que l'accusé a brusquement saisi la plaignante, l'a jetée au sol et l'a pénétrée vaginalement en évitant qu'elle ne bouge alors que la plaignante disait non et qu'elle voulait s'en aller, a dit le tribunal qui avait convoqué le footballeur à 10 h pour l'informer du verdict. Il pourra faire appel de ce verdict. L'ancien international brésilien, contre lequel le parquet avait requis 9 ans de prison, avait affirmé durant son procès avoir eu une relation sexuelle consentie et avait refusé toute forme de violence à l'encontre de la plaignante au cours de sa déposition finale. Voilà, mais au finish, il a été condamné à 4 ans et demi de prison. Le voilà en image. Quelques commentaires à présent. Quelques commentaires. Jaurès B. Libye qui met en commentaire « Je ne suis pas barcelonais, mais je vais donner mon avis parce que je suis fan du magnifique sport qu'est le football. En effet, vous avez retiré le fait qu'il soit une légende de votre club, mais vous n'enlèverez jamais qu'il est une légende dans nos âmes, nos esprits et nos têtes. Je peux comprendre que vous voulez préserver, conserver et même garder une belle image de votre club, mais qu'à cela ne tienne, le football est terriblement ingrat et c'est triste de le savoir.
Gédéon et qu'ils enlèvent aussi ses prestations, ses buts, ses passes décisives, ses ballons sauvés sur terrain, son sens de motivation qu'il a offert à l'équipe durant sa période de prestation au club. Et puis Gildas Barry qui met, quand tu as une fille comme enfant, ce sont les choses qui interpellent. En même temps, un violeur ne peut plus être une légende. Il a reconnu les faits devant leur tangibilité. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est plutôt de la cohérence. Un tout dernier commentaire pour finir avec ce dernier sujet également. Aziz Diallo qui met, ce n'est pas de l'ingratitude. Le club peut bien être reconnaissant pour ses services, mais le statut de légende exige le respect de certaines valeurs et d'une bonne moralité qui font défaut à Dani. On retire les Oscars du cinéma à des producteurs reconnus coupables de viol. Le club doit protéger son image et celle des victimes surtout. Merci Polo pour l'exercice de ce matin. C'est avec on était grand entre plaisir. le Bénin, en Sado, et puis ce tribunal de Barcelone qui a condamné Dani Alves qui malheureusement a perdu son titre de légende du club. J'ai bien envie avant qu'on se sépare de montrer quand même votre sape à nos téléspectateurs. Allez-y devant pour que nous puissions leur montrer quand même. Je suis resté admiratif de ça depuis. Un plan tête-pied pour Polo Aounou pour montrer à nos téléspectateurs comment ça lui va si bien. À part cette petite partie qui ressemble un peu au réalisateur de cette émission, eh bien, c'est sur cette note que nous allons... C'est une grâce. Ben oui, tout ça prouve que madame prend bien soin de vous, comme je l'ai dit. Est-ce à dire que madame ne prend pas bien soin de vous? Non, en fait, c'est une question de morphologie aussi. Voilà. Moi, ma morphologie ne me permet pas d'avoir ce petit rebond, si extérieur d'aisance. Si vous le dites. Je vous laisse conclure cette émission, Polo. Chers amis téléspectateurs et internautes, voilà. Ça se passe là dans la caméra. On a bien démarré, voilà, qui finit très bien. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous de TH Matin.